tu as 20 ans. Dont nous allons vous proposer tout de suite après cette intervention des extraits assez longs, et le congrès de décembre 95 qui a été conçu pour les 20 ans de la fondation du MAU. Bon. Ce congrès a été perturbé par la grève générale, que j'avais d'ailleurs annoncé peu avant d'après le site de Saturne, et également, il faut reconnaître qu'il est le dernier congrès du MAU pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'entre décembre 95 et l'an 2000, il n'y aura pas eu de congrès. Donc c'est un congrès, on ne savait pas évidemment à l'avance, on peut dire que ce serait le dernier congrès, mais enfin c'est un congrès qui n'aura pas de suite pendant un certain temps, pendant 4 ans, 4 ans et demi. Et pendant cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu notamment la publication du guide astrologique par un petit éditeur. Alors, au départ, c'était prévu comme devant paraître aux éditions du Rocher. Il y a eu une cabale qui a empêché ce phénomène. Et autrement, on peut dire qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Moi-même, j'étais particulièrement absorbé par le fait de terminer ma thèse d'État sur le texte prophétique en France. Je l'ai fait en janvier 99, donc ça a un petit peu retardé tout un ensemble d'activités au niveau associatif. Donc après ce montage sur le décembre 95, nous vous passerons des extraits du dernier congrès qui a eu lieu en décembre 2000, qui est organisé avec le Cura, parce que le Cura est un phénomène nouveau qui est apparu à la fin de l'année 99. C'est un site, puisque maintenant on est à l'heure de l'Internet, c'est un site international, et d'une certaine manière, ce rayonnement international qui a été celui du MAU à la fin des années 70, début des années 80, quelque part, il est relié aujourd'hui, mais sur un plan plus virtuel, si on peut dire, par la dynamique du Cura. Et donc, le colloque qui va suivre, qui a été le dernier congrès du XXe siècle, puisque quelques jours après, on passe au XXIe siècle, ça a été aussi le congrès du 25e anniversaire, mais surtout, je crois, et j'ose le croire, le congrès d'un nouveau retour en force du MAU sur la place internationale et sur la place française, au niveau d'une cyclicité qui est liée, comme vous le savez peut-être, à un phénomène qui a lieu tous les 7 ans. Donc je crois que ce congrès n'est pas comme celui de 95 la fin d'un processus, mais au contraire le redémarrage d'une nouvelle dynamique du MAU qui bientôt retrouvera toute sa place au niveau des enjeux astrologiques, de la vie astrologique française. Quand même, ça peut vous secouer. Et comment Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Comment? Parce qu'à ce moment-là, l'astrologue est en train de rivaliser en quelque sorte. Il n'assume pas une fonction spécifique. Il se situe. À votre avis, pourquoi est-ce que quelqu'un, plutôt que d'aller à une psychanalyse, va faire une astropsychanalyse? C'est sûr que c'est un tout à fait amusant. Pour moi, parce que... On ne pratique pas l'astropsychanalyse comme une analyse. Enfin, en tous les cas, moi, je ne le pratique pas comme ça. Je donne une consultation en astrologie qui est d'ailleurs souvent double ou triple. C'est-à-dire que je rencontre la personne plusieurs fois. Je suis psychothérapeute également. Enfin, je commence à... Excusez-moi de vous couper, je suis peut-être malade. Mais oui, surtout, ça fait 30 secondes que je parle, vous n'avez pas encore parlé depuis un moment. Mais allez-y. J'aimerais savoir simplement si cette discipline était reconnue. L'astrologie n'est pas reconnue. Non, On est bien d'accord, on n'a pas de statut, on intéresse le fisc uniquement. Et deuxièmement, la psychanalyse est reconnue. Non, la psychanalyse n'est pas reconnue jusqu'à maintenant. Enfin, elle est reconnue en tant que... Socialement. Il y a un statut quand même de Non, il n'y a pas psychanalyse. Il n'y a aucun statut de psychanalyste. Psychologue clinicien, on dit.
Oui, mais psychologue clinicien, c'est Ou surtout psychiatre. C'est vrai, psychiatre, c'est vrai. Oui. C'est un mot Moi, qui j'ai sert. écouté avec beaucoup d'attention, et puis... Bon, l'astropsychanalyse, non, vous pensez bien que ça n'est pas reconnu. On n'a pas de statut, on n'a pas de... On est astrologue, et puis on dit qu'on pratique l'astropsychanalyse, voilà. Ça veut dire quoi, pratiquer l'astropsychanalyse? Ça veut dire qu'on est astrologue de n'importe quelle obédience, d'ailleurs, de n'importe quelle école traditionnelle, n'importe quelle école soit-elle, et que dans mon cas, en tous les cas, on a suivi l'école dont vous avez peut-être entendu parler, parce que j'ai fait un hommage, j'avais préparé un hommage à celui qui a été mon enseignant, qui s'appelle Philippe Granger, qui est décédé aujourd'hui et qui m'a enseigné 4 années. Il n'est pas mort aujourd'hui. Il est mort, virgule, aujourd'hui, et il m'a enseigné il y a quelques années. J'ai eu le temps de passer dans son école. Il était psychologue clinicien, il était astrologue, il était psychanalyste. Voilà, il était enseignant à l'université de Nanterre, où il enseignait la psychanalyse. Et j'ai eu le bonheur et l'intérêt de pouvoir suivre son école. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école d'astropsychanalyse? Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Eh bien, pour répondre déjà à M. Benson qui se posait la question... Johnson, pardon. Qui se posait la question un peu de la science astrologique. En fait, la science astrologique, effectivement, on peut lui donner le terme de science dans la mesure où elle a des techniques, elle emploie des techniques, elle est obligée d'en passer... elle est obligée d'en... Oui, elle est obligée d'en passer par une connaissance limitée le plus souvent par nos astrologues aujourd'hui de cosmographie ou d'astronomie, mais je crois que ce qui est important pour être astrologue, c'est qu'il faut être sensible. Il faut avoir une certaine capacité d'empathie, c'est-à-dire pouvoir entrer en contact avec l'autre, avoir une certaine écoute et aimer l'autre. Et je crois que pour... Pensez-vous véritablement qu'il y a beaucoup d'astrologues qui sont sensibles quand ils reçoivent leur client? Écoutez, cette question, je ne veux pas vous répondre à cette question. Moi, je vais vous parler de moi, mais je ne veux pas vous parler des autres astrologues. Qui est ce développement psychoaffectif de l'enfant dans la conception de Freud, justement, auquel vous êtes assez habitué, l'oral, l'anal, et puis ensuite le temps de latence, et c'est justement au niveau du temps de latence, c'est-à-dire à la fin de la 3e année, par là que ce structure finalement apparaît d'une façon encore beaucoup plus fréquente au niveau de cet organe essentiel sexuel qu'est la peau. C'est là, avec la peau finalement, qu'il va vivre avec l'extérieur. Et ceci, c'est pour vous apporter quelques petites choses là-dessus. Ceci est très très développé chez l'Africain à cause du portage d'eau, le partage de la couche maternelle, les jeux ensemble, les luttes qu'on fait pour mesurer. Ceci au niveau du stade homosexuel, justement, où se forme le groupe d'âge, où chacun s'identifie et va finalement devenir un être sexué, puisque c'est à partir de là que va sortir, si vous voulez, la différence, il va se rendre compte de la différence entre lui et l'autre, entre le garçon et la fille, puisque c'est la peau et le reste qui va arriver à ce niveau. Et je voudrais reprendre aussi un peu au niveau, parce que vous avez parlé de l'amour, de choses, c'était aussi là-bas, sans s'y attarder beaucoup, mais je crois que c'est un mot quand même qui est tellement galvaudé que parfois il nous faut nous attarder là-dessus pour voir ce que ça contient. Parce qu'on parle de l'amour et chaque fois qu'on parle, c'est le plumard. Et la télévision et la radio sont là pour mettre l'accent là-dessus. Dès qu'on dit amour, c'est le plumard, c'est tout ce que vous pouvez penser, sauf vraiment une expression de la sexualité. La sexualité qui est justement, et je vous rejoins encore à ce niveau-là, qui est une façon de vivre sa différence. Et que cette différence nous soit d'abord acceptable pour nous-mêmes. Voilà. Qu'elle soit acceptable à l'autre. Et je crois que c'est au niveau de cet échange de différence, de cet échange de pouvoir accepter la différence de l'autre. Il est différent de moi, il est différent de moi. Et accepter sa différence comme telle, vous devenez beaucoup plus riche
en prenant sa différence pour vous et en gardant la vôtre. Et lui aussi, en prenant votre différence, devient beaucoup plus riche. Parce qu'il va avoir deux différences, vous allez avoir deux différences. Ça ne vous appauvrit pas. Je crois que c'est ça vraiment l'ambiance qu'on peut appeler ambiance d'amour. Cet échange réciproque, disponibilité à accepter la différence de l'autre et à ne pas le rejeter ou l'ériger encore barrière à la communication. Et justement, encore à ce niveau-là, se trouve le problème de la peau encore, puisque c'est cette peau qui permet aussi la communication. Je reviens aussi à ce que vous disiez tout à l'heure dans cet échange de cellules qui se répète tous les 7 ans. Juste pour apporter quelques petites précisions, non pas toutes les cellules ne se répètent pas tous les 7 ans. Les cellules ont leur période de ce que nous appelons le turnover. On a gardé ce mot-là même en biologie. C'est-à-dire, les cellules qui sont les plus labiles sont les cellules du sang. Là, ça se renouvelle, je ne sais pas, je crois que c'est pour les 3 semaines ou 4 semaines, sans que vous l'aurez plus. Parce que ça va, c'est ce qui se transforme en biologie que vous trouvez dans vos urines jaunes. Et quand ça va trop vite, c'est ce qui donne l'ictère. Vous voyez un peu? Donc, toutes les cellules ne se changent pas assez rapidement. Et vous avez certaines cellules, alors qui, toute votre vie, vont être conservées si rien ne leur arrive. Et selon les tissus nobles, ce sont les cellules nerveuses, qui, elles, ne se renouvellent pas. C'est pourquoi aussi, les connaissances de l'astrologie peuvent aussi agir au courant de la vie de quelqu'un, puisque les cellules se changent toujours. Ces irradiations peuvent agir aussi sur ce mouvement, puisque c'est toujours un mouvement continuel. C'est un turnover, puisque nous ne sommes jamais devenus, nous sommes en constant devenir. Et c'est ce constant, dans le mouvement de ce constant devenir, que s'inscrit aussi, et que pourrait s'inscrire aussi, ce ne sont que des hypothèses, je vous dis. S'inscrit aussi l'effet des astres. Vous comprenez, dans ce constant devenir, que peut aussi s'inscrire les choses, et vous voyez aussi se place une dimension que nous essayons de diagnostiquer, la dimension temps. C'est tout juste pour apporter quelques choses. Et pour pouvoir faire ce constant devenir, nous avons besoin d'un ancrage constant qu'enlève actuellement à l'individu le développement. C'est la société, c'est la communauté, ce n'est pas le compte en banque, ce n'est pas les assurances, ce n'est pas la sécurité sociale. Ce sont des choses fallacieuses qui ne nous répondent pas. Parce que ce que nous voulons entendre quelqu'un. Et comme le disait Raoul Folero, dont vous avez entendu parler, un grand humaniste qui s'est occupé des lépreux, il dit l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un qui vous attend, quelque part. Dire que quelqu'un vous attend. Et puis aussi, dans une conférence à l'Université de Jérusalem, j'ai appris que pour la notion judaïque, dire toi, c'est dire demain, ou encore dire demain, c'est dire toi. C'est ta présence ou te voir demain qui me pourra être, et que je ne lâche pas. Nous nous trouvons encore au niveau du suicide, car le suicide, c'est justement quand tout lâche, et qu'on n'a plus le sens du lendemain. Monsieur Bariani. Non, pour répondre, c'est vrai que cette notion de stabilité de l'être est essentielle, enfin, le fait de rencontrer l'autre, dans un premier temps en tout cas. Parce que, bon, chaque être effectivement recherche la stabilité à tous les niveaux, et l'enfant la recherche de façon instinctive, puisque c'est sa seule forme de, je dirais, c'est une survie pour lui, que de rechercher d'être porté, d'être nourri. Et après, il va y avoir peut-être, ce que j'en remarque dans les personnes, deux options. Soit les gens vont continuer toujours à chercher ce soutien à l'extérieur, rechercher le fait d'être soutenu à l'extérieur par de l'argent, par des êtres, ou alors ils vont rechercher ce soutien à l'intérieur. En général, je remarque que la grande séparation se fait justement dans ces cycles de 7 ans, entre 42, ou peut-être, on pourrait dire, entre 42 et 49 ans. Il y a cette construction, et à 49 ans, symboliquement, dans ces cycles de 7 ans, correspondent à la planète Uranus, qui fait donc le cycle de 84 ans. 49 ans, c'est la rentrée dans le Scorpion. Et dans le Scorpion, on sait que c'est la modification un petit peu là du corps humain, la modification au niveau de la ménopause, de l'andropause,
toutes ces choses-là. Enfin, Excuse-moi, je n'ai pas compris. 49 ans, c'est l'entrée dans le scorpion. oui, cette fois-ci, 49. Donc Mais vous avez... pourquoi est-ce que- Non, je voulais savoir, parce qu'on parlait de Vénus et de la psychanalyse, il me semble qu'on n'a pas terminé. Oui, on n'a pas Par terminé, exemple, mais je voudrais savoir quelque chose de plus concret. Si vous choisissez Vénus comme votre planète, enfin, c'est qui vous êtes là. Oui, mais attention. C'est dans toute l'importance que la Vénus, alors vous avez donné un petit peu un aperçu, mais je voulais savoir, parce qu'elle doit constituer toute notre époque. Oui. Et, par exemple, une personne qui vient vous consulter, vous avez dit que vous faites d'abord son thème, en 2 ou 3 sessions, et puis après, vous abordez un problème. Est-ce que vous... Profession. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Bah, je pense de toute façon qu'effectivement c'est souhaitable parce que, enfin, c'est souhaitable d'un côté et d'un autre côté, bon, je sais pas. En fait, ce que Madame dit, si je me rappelle plus de votre nom. De coups. Chantal, votre prénom. Ce que disait Chantal, c'est vrai, c'est agréable, c'est vrai d'être reconnu dans ce que l'on fait, hein, et c'est vrai que l'astrologie, pour le moment, a fort besoin d'être reconnue. Donc moi-même, j'ai cherché aussi comment faire pour être reconnu, puisqu'il n'existe pas d'instance astrologique au moment, sauf j'ai reçu un papier, là il y a un mouvement qui vient de se créer, avec un code déontologique qui s'appelle quelque chose qui est né d'un congrès qui s'est fait à Nantes, je crois. Alors il y a Alexandre de Porty qui fait partie des sages avec... Le RAO, le rassemblement, c'est pas à Nantes. Le rassemblement des astrologues occidentaux. Voilà, donc le rassemblement des astrologues. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'on fasse des astrologues, que vous ne soyez pas isolés dans cette idée. Donc il existe déjà, j'ai reçu ce papier-là, et ces gens-là avaient fait un code de déontologie avec un code de sage. Donc, oui. Voilà. Ah bon. Moi, je suis de Lyon, et donc je peux en parler. J'ai simplement, vous m'avez On vous interrompu écoute. tout à On vous l'heure, écoute. et je souhaiterais simplement dire 2 mots. Je crois que l'histoire de créer des lois, le sang contaminé vient de nous prouver que de lois en tribunaux, on en a créé et puis on sait tous les faire passer. Et je crois que c'est chacun en soi qui doit déjà se reconnaître. Ça, c'est déjà très important. Et deuxièmement, la reconnaissance, vous l'avez des gens qui viennent chez vous consulter et qui reviennent. Voilà. L'histoire d'être reconnu par la profession, regardez, on peut créer toutes les lois qu'on veut, on n'empêchera pas les gens de passer au-delà des lois. On est bien d'accord? Madame Croza, vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Il faut reconnaître qu'exercer l'astrologie à titre individuel à l'heure actuelle, il faut vraiment aimer son métier. On a besoin qu'il soit reconnu pour différentes raisons. Déjà, il faut les étayer au niveau formation, au niveau corps protecteur, je dirais. Ça me paraît essentiel. Corps protecteur social? Non, à partir du moment où une profession est reconnue, il y a forcément un encadrement, il y a des cadres, il y a des conseils, il y a des occasions de se concerter avec des élèves en faculté, avec différents corps de métier. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut que le métier soit reconnu. Mais, vous parliez d'humilité, en ce sens, effectivement, c'est important, puisque dans le rapport humain, et M. Mariani l'a souligné, l'on se retrouve face à une personne qui est dans l'attente de quelque chose, qui est dans un passage, dans une difficulté, et il va falloir faire quelque chose de toute façon. Il va falloir répondre d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est là où se place non peut-être pas la technique, mais où se place d'abord la capacité d'écoute, ensuite la capacité de réponse, puisque on ne va pas voir quelqu'un et on ne va pas investir ni du temps ni de l'argent pour rencontrer du vent. Puisque souvent, on peut se trouver confronté au fait d'avoir de grands discours pour pas grand-chose. D'un autre côté, il y a le danger de tomber dans l'autre revers, c'est-à-dire soit l'excès de technicité, soit l'excès de directivité, qui fait que la personne va effectivement ne plus être autonome, va devenir dépendante, avec des gens qui, quelquefois, sont un petit peu partisans du terrorisme, de façon à ce que la personne revienne souvent. Hein. Vous êtes perdu sans moi. Bon. Et on pourrait ajouter, pour la preuve, le contraire. Mais, là encore, je considère que votre question est excellente, le débat est excellent, mais constitue non pas une contradiction, mais un parallèle complémentaire, donc qui demanderait lui-même de nombreux développements.
ce que j'essayais modestement d'ouvrir comme commentaire, c'est l'importance de ce qui peut nous réunir quant à former les professionnels. On l'a vu tout à l'heure, tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il faut travailler sur soi, il faut essayer, moi j'ai dit hier au soir de façon plus simple encore, il faut essayer déjà d'être heureux. Parce que je pars du point de vue que on ne peut pas apporter davantage à autrui que l'endroit où on se trouve. C'est simple que ça, de même que tout l'Orient tend à dire que la transmission de la connaissance se fait entre deux semblables qui sont simplement séparés de quelques millimètres et qui ne le savent pas. Mais, pour revenir à l'idée de technicité, le distinguo entre la pensée orientale et la pensée occidentale est à mon avis fondamentalement différent, puisque l'occidental a cette manie de vouloir additionner les choses pour en avoir davantage, donc ce sont les cartes de visite à rallonge, alors que l'oriental tend à soustraire les choses pour retrouver l'unité. Donc peut-être faut-il savoir dans quelle position se place l'astrologue dans sa propre recherche, parce que justement c'est celle aussi qui va conditionner le rapport aux autres. Certains vont même à dire que une clientèle, puisqu'on parle de clientèle, est aussi un symbole lunaire dans un propre thème. Donc il y a pour chaque praticien l'intérêt à étudier, puisqu'on parle un peu de technique, l'importance de la lune dans son propre thème pour savoir quel miroir il va avoir, quels gens il va rencontrer. D'ailleurs, pour ceux qui ont la possibilité de consulter beaucoup dans une même journée, tout le monde s'est aperçu qu'on avait curieusement quelquefois 6 ou 7 personnes qui avaient le même problème dans la même journée. Ou que ce même problème surgissait pendant 3 semaines. Et puis qu'au moment où vous avez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre, tout le monde vous pose la question comment faut-il faire pour le résoudre. Là, ça devient très intéressant. Et puis vous vous apercevez aussi au fil des ans qu'un certain type de gens ayant un certain type de problème disparaissent de votre vie. Disparaissent. C'est pas pourquoi, c'est magique, c'est mystérieux. Et puis d'autres difficultés vont apparaître. Pour ma part, je me suis aperçu avec une certaine tendresse, je dirais, que depuis quelques années, il y a de plus en plus de très jeunes qui consultent. Mais de très très jeunes. 12 ans Avant-hier, 8 ans. Bon. Mais avec les parents, bien sûr. Voilà. Mais il y a 10 ans, c'était peut-être pour des raisons de diffusion de l'astrologie dans les médias un peu différents, mais il y a des enfants qui sont même touchants, qui ont eu cette perspective de faire des économies pour consulter, etc., qui ont leur petite liste de questions. Donc il y a, ça c'est tout à fait sympathique pour l'élan et l'intelligence de la jeunesse, il y a aussi une demande de la part d'enfants dans un rapport de décalage entre les âges qui est de plus en plus accentué. Elle part de quoi? Elle part de quoi? Eh bien, c'est un cube dans l'espace, et ce cube, il est 4 fois, il est mis une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. En fait, ce sont 5 cubes disposés dans l'espace qui vont former 12 cercles, vous voyez, et qui vont former cette structure. Cette structure-là, c'est uniquement l'interaction de 5 cubes. Et pourquoi on les voit ici. Hein? Parce que c'est une voilà. 6 cubes, ça donne pas ça. 3 cubes, ça donne, il n'y a que 5 cubes qui nous font. Ah, Dans l'interprétation de 5 cubes, dans 12 cercles, c'est ça? Donc 5 cubes dans l'espace forment 12 cercles. On les voit ici, les cubes, quand je les branche. Donc j'ai les 4 doigts, ça c'est un des côtés du cube. C'est un cube gonflé, comme un ballon. Et alors, Et là, il y a l'autre. Le pentagone par rapport à ça, il se situe où? Le pentagone, il va se former par l'interaction de ces 12 cercles. Regardez, cette figure-là est uniquement composée de 12 cercles. Pas autre chose que 12 cercles. Alors, après, je vais finir, je vais terminer. Oui. En fait, quand l'ordinateur obligé à relire certains ouvrages, oui, ça m'a obligé à relire et à présenter mes textes sous une autre forme, sous une forme très compréhensible, très simple, bon, très accessible, parce que ça s'adressait à une clientèle finalement de début. Mais un bouquin ferait la même chose. Voilà, c'était comme un bouquin finalement sur ordinateur. Moi, j'en suis pas spécialement fier, je l'ai fait parce que j'avais l'occasion de le faire. Mais... Non, il y avait que ça, il y avait Voilà, il y avait que ça.
Et j'ai été le plus loin possible, c'est-à-dire un Mercure, quinconce Mercure, je mettais 20 lignes, 25 lignes. Elle est très loin. Et finalement, le serveur n'a pas marché tellement bien parce que c'était presque trop compliqué pour les gens. Bon, alors Béatrice, vous nous dire quelques mots sur l'expérience du centre. Par la persécution du temps. Oui, c'est pas voilà, c'est un mot extrêmement. Je voudrais faire deux réflexions quand même, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas. C'est grave. Tout le monde va parler. C'est grave là, parce qu'il est question de, pour une bonne fois, définir la profession d'astrologue. Qu'est-ce que c'est qu'un professionnel, sinon quelqu'un qui va chercher la perfection dans sa perfection, qui propose de son intervention dans la société, dans le monde. Et l'astrologie, est-ce qu'on en est là? Est-ce qu'on assumerait les responsabilités d'être vraiment des professionnels en commun? Et ça, c'est une discussion. Et quand on parle justement au niveau de choses très très précises, moi, je me trompe peut-être, mais ce que j'ai compris dans l'explication, c'est la machine qui a besoin. Ce que j'ai compris là, par exemple, c'est qu'avec, ce sont des lois de la physique, donc avec ces lois physiques, il y a un instrument qui est l'ordinateur qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, beaucoup plus simple. Est-ce que l'esprit humain va être comment dire, oui, c'est l'esprit humain qui va dire, attention, parce qu'effectivement, il y a aussi une interprétation dans ces choses de facteurs. Donc, qu'est-ce qui va... Est-ce qu'on est... Mais aussi présent, ça... On appelle une empêtre sur une empêtre sur une jambe de bois. Voilà, mais ça existe, il ne faut pas... Comment est-ce que ça va être l'astrologie de demain? Est-ce qu'on va être... Elle sera comme par le passé, Est-ce que ça serait une vision... Je crois que l'astrologie de demain, il y a vraiment deux options totalement différentes. Soit elle sera hyper scientifique, hyper précise, ou alors, au contraire, l'astrologue sera complètement émancipé dans sa pratique réelle, à la limite presque du référentiel astronomique. Et en fin de compte, il ne restera qu'une certaine image, un certain point de vue. L'astrologue se trouve au centre de beaucoup de données qui ne sont pas uniquement celles de la mesure. Il ne faut pas être atteint du vertige du nombre non plus. Et la mesure n'est qu'une partie pour moi, parce qu'on peut se poser, par exemple, comme astrologue thérapeute, par exemple, je mets ça entre guillemets, il y en a qui font ça, il y en a qui font la prévision, enfin, il y a toutes sortes de métiers finalement à l'intérieur de l'astrologie. Et à ce moment-là, ce qu'il faut regarder, c'est les corrélations. Il y a Alexandre Ruperti qui dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il dit la finalité, parce que Jacques a prononcé ce mot-là, pour l'astrologue, c'est d'évoquer. Et je trouve que c'est un très beau mot. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je voudrais laisser la parole à Daniel Coby pour une raison précise. C'est que Daniel Coby est quelqu'un qui a beaucoup pratiqué l'astrologie et qui a renoncé récemment. Et je voudrais que vous nous fassiez une sorte de confession, d'autocritique, si vous voulez, pour expliquer pourquoi vous avez pris une certaine forme de distance par rapport à la consultation astrologique. J'ai pris une distance par rapport à la consultation, je continue à faire des recherches, je continue à enseigner à quelques élèves qui me voient. Et ce sont des choses tout à fait différentes de la consultation. Moi, j'ai voulu être perfectionniste pendant une quinzaine d'années. J'ai préparé mes thèmes pendant 3 heures, j'ai gardé les gens 3 heures en consultation, enregistré sur cassette, et j'essayais justement d'aller jusqu'au bout du thème. Je disais tout à l'heure, et je prends en fragment, l'astrologue fragment, je prends une partie du thème et une partie qui n'est pas commentée. J'ai essayé de faire tout à la fois. Et finalement, je me suis aperçu que d'abord je m'épuisais, je donnais aux gens une sorte d'illusion du monde un peu illusoire, comme ça, sur ce qui allait leur arriver et surtout sur ce qu'ils étaient. Tricher inconsciemment avec certains éléments. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais j'ai d'autres moyens de connaissance de soi. La psychanalyse me sert énormément, la psychothérapie aussi. Finalement, j'ai laissé tomber parce que je pense qu'il faut apprendre à gérer la consultation, gérer l'énergie qu'on dégage dans la tête. Alors vous avez employé le mot stress, je crois que c'est très important, effectivement, pour revenir à ce problème. Il faut soigner le stress de l'astrologue et il faut éviter que les étudiants d'astrologie tombent dans un rapport de stress par rapport à la consultation, par rapport à leur travail. Et c'est vrai qu'à
qu'à force de mettre la barre très haut en disant un astrologue ne peut être astrologue que au bout d'X années et que si, ceci, etc., et sans le préciser de manière d'ailleurs de manière satisfaisante, à mon avis, c'est assez malsain, effectivement. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal préparées au métier d'astrologue, qui s'en font une idée trop belle, trop absolue, qui investissent trop d'énergie dedans, effectivement, trop de temps dedans, et qui finalement font mal leur travail, et qui, à mon avis aussi, on a beaucoup parlé du dialogue entre les astrologues et les psychologues, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je vais vous poser une question d'ailleurs à tous. Vous êtes astrologue, vous parlez de votre travail à un psychologue. Alors, est-ce que vous êtes plus crédible, puisque Mme Bessé-Lamoine a employé le mot crédibilité, qui est un mot fondamental en astrologie. Hein. Il y a le mot croyance qui est important, mais il y a aussi le mot crédibilité. Qu'est-ce qui bâtit, qu'est-ce qui fonde la crédibilité de l'astrologue? L'astrologue, c'est un métier de crédibilité, l'astrologie. Hein. Crédibilité. Bon, la crédibilité, la crédibilité est fondée en partie sur la croyance, c'est d'ailleurs la même racine. Hein. Donc, qu'est-ce qui fonde la crédibilité de l'astrologue? Et alors, finalement, par rapport au psychologue, par exemple, quel est le discours? Parce qu'on a bien vu souvent que les astrologues qui passent devant les médias savent très mal défendre l'astrologie, savent très mal en parler. Quel est le discours? Vous savez que parfois, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Bon, est-ce que vous croyez qu'un astrologue qui rentre complètement dans son rôle d'astrologue, voilà, je vais faire des tas de calculs, je vais être extrêmement précis, et puis je ne dirai rien qui n'a pas été dit dans le thème, etc., etc. Est-ce que c'est ça qui va faire accepter l'astrologie par le milieu psychologique? Moi, j'ai dit non. Je crois que l'astrologue qui, au contraire, dit, écoutez, voilà, je suis conscient de la pression du client, je sais que le client a telle et telle exigence, qui correspond plus ou moins à quelque chose d'un peu fantasmatique, qui correspond un peu à ses frustrations, etc. Bon, je gère ça, j'essaie de fonctionner avec ça, mais je me monte pas la tête, n'est-ce pas? Donc c'est toute la question. Il y a des astrologues, on pourrait dire qu'il y a deux catégories. Il y a des astrologues qui se montent la tête et des astrologues qui se montent pas la tête. Hein, il y a ceux qui sont actifs, qui font leur travail avec lucidité, qui le font calmement et qui acceptent, qui reçoivent un certain nombre de choses. N'est-ce pas? C'est comme le magnétiseur, n'est-ce pas, il est en contact avec des gens qui ne sont pas toujours très très sains, mais il arrive à se dégager. La question de savoir, il y a ceux qui se dégagent de toute la situation de travail qu'ils ont à gérer, et il y a ceux qui ne se dégagent pas. Alors, ceux qui se dégagent, eh bien, bon, ils parlent calmement, avec distance et clairement de ce qui se passe et des enjeux, et puis ceux qui ne se dégagent pas, eh bien, ils fonctionnent au premier degré, c'est-à-dire qu'ils finalement, ils disent exactement ce qu'on a envie qu'ils disent, et ils assument totalement les fantasmes de leurs clients. Et moi, je crois que l'astrologue crédible par rapport au psychologue, c'est celui qui parle un langage de vérité, qui dit, voilà, j'ai une clientèle qui est comme ceci, qui est comme cela, qui cherche une certaine transcendance, qui a un problème de communication, qui veut qu'on parle avec elle en mettant des formes, en faisant disparaître un peu la personnalité de l'astrologue derrière l'astrologie. C'est finalement ça, un petit peu au départ, le client attend que ce soit l'astrologue qui parle au nom de il ne veut pas que ce soit l'astrologue qui parle en son nom personnel, il veut qu'il parle au nom d'un savoir. Bon. Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Vous remarquerez que ce sont soit les plus proches, soit les plus grosses. C'est-à-dire que ce sont les planètes qu'on voit à l'œil nu. C'est pas une planète, mais on n'a pas eu le résultat du même type avec le Soleil. On regrette beaucoup. Et souvent, j'entends des gens dire, puisque vous détestez les signes du zodiaque, on ne déteste pas les signes du zodiaque, on n'a pas trouvé les résultats attendus. Alors on est Mercure. Mercure n'a pas donné de résultat jusqu'à présent, mais peut-être qu'un jour, quand on aura plus de données encore, peut-être Mercure donnera un résultat. C'est lui le plus probable, puisqu'il fait partie des autres, mais il est plus petit. Moi, je n'ai jamais vu Mercure dans le ciel. Vous observez le ciel quelquefois? J'ai vu tous les autres, mais j'ai jamais vu Mercure, moi, de mes yeux. Non aidé d'une lunette astronomique. Alors je suis dans la même situation que les Chaldéens, je m'identifie facilement à eux. Ils avaient des grandes tours pour monter plus près du ciel parce qu'ils étaient un peu naïfs. Et ils essayaient de voir. Et ils voyaient, je pense qu'ils connaissaient bien Mercure, mais ils le voyaient à peine. C'était une planète très évanescente parce qu'elle est très très difficile. Monsieur Massou, vous voulez dire quelque chose? Effectivement, toutes les civilisations ont vu Mercure au moment des inondations. Dès que le soleil est couché, on voit Mercure ou Vénus. Ou le matin, avec
que ça, il y a oui. Alors, vous voyez, la situation, il est probable que ce côté difficile à percevoir de Mercure a gêné les statistiques. C'est pour ça que je dis, avec plus de statistiques, peut-être qu'on aura des résultats de Mercure. Mais pour l'instant, moi, je ne peux vous parler que des effets de la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Alors ça, on nous l'a beaucoup reproché. Ces statistiques, je ne suis pas très au courant, oui. Ils sont faits en partie de secteur, en domification ou quoi? Oui. Les parents aussi, c'est déco. Donc si je comprends bien... Ah si, on a étudié chaque fois avec les données qu'on avait, les données qu'on réunissait, on s'en servait pour étudier les signes du zodiaque, c'est très facile, pourquoi on s'en serait privé. Et pour étudier les planètes. Et on tient compte des aspects planétaires ou simplement des secteurs? Maintenant, en ce moment, je m'aperçois que les astrologues ont adopté notre mot de secteur parce que maison, c'était un peu drôle comme terme. Oui, non, donc, pour moi, secteur, c'est pas du tout la domification. Un secteur, c'est aussi l'horizon en dessous. C'est l'orientation que les anciens utilisaient. Je tiens à faire référence. Quand je parle de secteur, c'est parce que ça a été le premier travail que Michel m'a donné à faire. Je lui ai dit, je ne crois pas à ce que vous faites, monsieur, mais je suis prêt à collaborer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donnez-moi une tâche. Alors il m'a dit, j'aimerais bien, au lieu de travailler dans 12 maisons, qui sont trop larges, j'aimerais savoir exactement où les effets que je constate se situent. Donc il me faudrait 36 secteurs. Bon, alors il m'a donné un procédé pour calculer les maisons de Placide, parce que c'était les tables les plus utilisées à l'époque. Alors j'ai fait 36 maisons placidiennes. Mais moi, je ne connaissais pas l'astrologie à ce moment-là. Et je ne m'y intéressais pas vraiment beaucoup parce que, je vous dis, j'étais dans un milieu très, très anti-superstition. Et alors, ces 36 maisons, enfin, je ne sais pas comment vous les appelez, les variés, je les ai numérotées dans le sens du mouvement des planètes parce que pour moi, c'était évident. Je divisais le mouvement des planètes. Alors, c'est pas à l'envers, moi j'allais dans le bon sens. Parce que quand vous dites ascendant, vous dites bien ascendant, milieu du ciel, descendant, vous ne dites pas dans le sens inverse. Oui, mais ça, la recherche, je pense que c'est là où la question, c'est pour savoir dans quel... Bon, alors là, on est en train de pas être dans mon domaine. Alors, 5 minutes, nous avons pris là-dessus. Mais je crois qu'il faut quand même que je définisse secteur et maison. C'est pas la même chose. Secteur, c'est moi qui ai choisi d'appeler comme ça les 36 maisons placidiennes parce que je les avais numérotées dans le mauvais sens. Alors Michel m'a dit, ça va faire des confusions avec les astrologues. Ils vont, eux, continuer à numéroter dans le sens. Qu'à cela ne tienne, je numérote dans le sens du mouvement réel des planètes, les plus levées au milieu du ciel, comme ça se passe dans le ciel. Sans ça, moi, je ne peux pas rien y comprendre. Et alors, je donne un nouveau nom. Les maisons s'appellent plus les maisons. Ce sera des secteurs gauguins. Et maintenant, beaucoup d'astrologues, sans s'en rendre compte, parce qu'ils ne sont pas très précis, ils trouvent que maison, ça fait un peu bizarre, alors ils utilisent le mot secteur pour des maisons placidiennes. Et depuis lors, j'ai trouvé encore les maisons placidiennes pas assez à mon goût, et j'ai introduit une définition des secteurs gauguins qui est plus astronomique. J'ai pris des tables astronomiques et je notais dans des cahiers. Michel m'avait donné 2 mois pour faire ça, mais je m'en suis rendue malade parce que je voulais finir en 2 mois. J'ai noté tous les axes d'ions de toutes les planètes qu'on étudiait. Alors, c'est peut-être 5, mais une était très fâcheuse. La Lune avance très vite, alors il y avait beaucoup d'axes. Bon. Et je divise cet axe calculé par les astronomes en le nombre de divisions que je veux. Et ça a beaucoup plu aux informaticiens qui commençaient à nous aider, parce qu'au lieu de faire 36 ou 12 maisons, ils pouvaient faire 360 secteurs gauguins. Planètes qui, au moment de la naissance, sont valorisées d'après les systèmes de Gauquelin. Vous pouvez avoir d'accord. Vous pouvez avoir par exemple une conjonction, par exemple, si quelqu'un est né avec une conjonction Mars-Lune montante, comment savez-vous s'il est plutôt martien que lunaire? Souvent, il n'est que l'un des deux.
Je sais quand je peux ensuite interviewer la personne. C'est ça. Donc finalement, vous avez, parce que finalement le système, la méthode utilisée, qui consiste à dire que la personne naît lorsque la planète avec laquelle il est en affinité est dans les angles, le problème c'est qu'il peut y avoir plusieurs planètes dans les angles au même moment. Oui, et à ce moment-là, on ne peut pas résoudre. Si, parce que ça doit... Dans votre logiciel, il y a un questionnaire qui est intégré. Non, pas dans celui-là, mais j'interroge, quand j'ai l'occasion de voir une personne qui me présente un acte de naissance, je sais maintenant que presque tous les accouchements sont dirigés par le médecin. J'ai raison de le savoir, puisque dans mon cas, ça s'est produit. Non, mais dans votre logiciel, il est censé s'appliquer à des gens qui sont nés naturellement. Il faut chaque fois interroger la personne. Voilà, donc on ne peut pas se fier uniquement au problème, on ne peut pas se fier uniquement à la disposition du ciel. Si, ça dépend à quelle heure c'est. Quand j'ai une personne née, bon, le premier que je mets sur la sellette, c'est notre honoré organisateur de congrès, qui a bien voulu me révéler ses coordonnées de naissance. Et il y avait un problème intéressant. Je ne l'ai pas demandé, hein, il avait un problème intéressant. Il avait l'heure de l'état civil et il avait l'heure que sa mère lui disait, à laquelle sa mère lui avait dit qu'il était né. Alors évidemment, j'ai testé les deux. Et comme je connais un petit peu Jacques Albrol, j'ai décidé moi-même ce qui était la meilleure heure. Alors, 11h30, c'est bien l'heure de votre mère. Non, c'est le contraire. L'état civil, vous m'avez dit que l'état civil c'était 11h10. Non, je dis 11h29, 30 l'état civil et 12h30 ma mère. Oui, c'est ça. 12h30 votre mère. Ouais. Eh bien, 12h30 l'emporte nettement. Votre mère avait dit juste et à l'état civil, ils crois. ont fait une erreur. Je crois. Là, j'en suis certaine. Vous allez voir ça. Alors, Père. Je vous explique. Je ne suis pas dans mon sens. Voilà. Albrol, Jacques, 2, parce que 1 c'était l'heure de l'état civil, qui était donc avec 1 heure de distance de l'heure donnée par sa mère. Alors, l'heure de sa mère nous présente, ici vous voyez, ça c'est un thème conventionnel, comme classique. Vous avez ici le milieu du ciel, ici l'ascendant, ici le coucher, ici le fonction. Et pour nous, disons que, en première approximation, on va dire que c'est les maisons cadantes qui sont les points forts du thème. Donc, je trouve la 12e. Voilà, la 12e, jusqu'à ce petit triangle, vous voyez. Alors, pas de planète là. La 9e est ici. Nous avons Mercure, mais on n'a pas eu de résultat avec Mercure jusqu'à présent. Mais il était mercurien. Et la 6e, nous avons la Lune. Et je lui avais prédit d'avance qu'il aurait la Lune et Jupiter. Alors j'étais très contente de voir. Il aurait la Lune et Jupiter où? Aux angles. En maison cadente. Dans les secteurs qui sont importants. Jupiter n'est pas exactement en maison cadente, il est à la limite de la... Il est sur la pointe de la 10. La maison cadente. Il est sur la pointe de la 10. Mais je vous ai dit que oui, ça déborde pour des naissances récentes, on a été obligé d'élargir un petit peu ce domaine. Alors vous avez peut-être simplement été un petit peu stimulé avec quelques médicaments de sage-femme. Et ça suffit pour que vous soyez un tout petit peu de ce côté-là. Vous pensez que à mon époque, j'ai eu une naissance naturelle, vous pensez? Je pense rien, mais je constate que je vous avais dit d'avance, avant que vous me donniez votre thème, vous, Jacques, vous avez la Lune et Jupiter fort. Et ça me paraît assez évident. Maintenant, interrogeons-le sur quelques adjectifs qui le qualifient tout particulièrement. Demandez à des personnes qui me connaissent. Hein. Non, Ah non. Alors, qu'est-ce qu'il connaît le mieux?
Vous, madame, vous avez l'air d'assez bien le connaître. Moi, je dirais il est caractériel. Non, mais c'est sympathique. Alors, L'intelligence n'est pas. regardez caractériel, c'est ça. Alors, caractériel. Alors, Martine. Vous continuez de donner des adjectifs et je vous donnerai les miens pour avoir. Raïm Cohen peut dire un mot, Martine Aranovitch, Philippe Flamand. Alors moi je vais dire quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un d'une très grande sensibilité. Une sensibilité certainement débordante et elle est protégée par tout un système intellectuel plus ou moins faux, plutôt faux que vrai. Et je veux dire que c'est une... Je pense que la sensibilité est dominante et que l'intellect essaye de la protéger de tous les côtés. Bon, je reconnais Jacques là, mais moi je... Le problème, c'est que le problème, François, c'est qu'il risque, il y a certaines choses qui risquent d'être influencées non pas par une connaissance de moi-même, mais par une connaissance à travers le thème astral. C'est pour ça que Ce qui fait que ça peut être un peu faussé, hein, parce que ce que dit Martine Aronovitch, je me demande si c'est pas fondé sur le thème astral et son interprétation de mon thème astral, ce qui fait nous contourner en rond. Chacun d'abord, une fois que c'est une interprétation fausse, parce que ma connaissance n'est absolument pas fondée sur le thème astral. Oui, mais c'est maintenant de faites le plongeon et dites-nous quelles sont les qualités dominantes. Les qualités dominantes. Vous excuserez le manque de fausse modestie. Je ne vous entends pas quand vous regardez votre voisine. Mais dites-le. J'ai une question précise. Oui, peut-être que c'est impossible. Ce sera plus facile de répondre pour lui. Moi, avec mon ordinateur Non, en plus, mental qui a... Non, mais tout est faussé. Tout est faussé parce que moi, finalement, moi aussi, je peux être influencé par les astres, par les planètes que je vois. Donc, quelle est la part de l'influence aucune valeur. Quelqu'un qui connaît l'astrologie, c'est aucune valeur. Il faut demander à des gens qui ne sont pas astrologues. Quelqu'un de très bon, voilà. Impulsif. Mais vous ne me connaissez pas. Non, mais j'ai vu. Moi, je dirais Moi, je dirais, quand il organise une réunion comme ça, il est extrêmement tyrannique. Tyrannique, c'est Jupiter. Il est un bon organisateur. Jupiter. Il a besoin de voir beaucoup de personnes. C'est pas un solitaire. Il aime bien voir alors ça, c'est la Lune. Et Claudine, peut-être quelque chose, Claudine, peut-être. C'est vous, Claudine? Non, c'est l'autre, Claudine. C'est moi. Ah, je sais pas, pour l'instant je découvre. J'avais encore moi je découvre rien. Comme quoi, je ne suis pas influencée par quoi que ce soit. Mais, Je peux vous demander pourquoi vous mettez Jupiter le tyran? Parce que le groupe qu'on a étudié, qui est le plus jupitérien de tous, ce sont les nazis. Hitler de Jupiter 3. Alors. C'est qu'on appelle Heilbronn. Alors, le deuxième groupe qui a les résultats les plus forts de Jupiter, c'est les généraux d'armée. Or, dans l'armée, les chefs, on leur moyen, enfin, on n'a rien à répondre dans ce cas-là. Et donc, ceux qui choisissent de faire une carrière militaire ont souvent plaisir à donner des ordres. Bon, j'ai entendu cet après-midi même Jacques Albron nous donner des ordres sur un ton excellent dans ce milieu. Mais par exemple, j'aurais posé le problème à l'inverse. Bon, effectivement, tout ça est exact. Mais par exemple, on pourrait peut-être, si par exemple vous avez mis Saturne au milieu du ciel, j'aurais pu aussi me reconnaître par certains côtés, parce que finalement... Dans votre thème, moi je vous ai dit... Non, parce que... bon, il y a le côté lunaire. Bon, le côté lunaire, je ne sais pas. Bon. Mais d'un autre côté, moi par exemple, je passe mon temps dans la bibliothèque, j'accumule des catalogues de documents, extrêmement... Je veux dire, il y a un côté chez moi extrêmement pointilleux, extrêmement rigoureux par certains côtés. Alors, donc si vous voulez, ça c'est... Bon, je veux dire, on pourrait aussi me trouver des valeurs saturniennes, d'autant plus que moi j'aime beaucoup Saturne. Zut. Non, moi j'étais sûre qu'il y avait Jupiter aussi, ça quelque part. Donc c'est quand même pas... C'est la première fois que je vois mon thème. Et Jacques, j'ai testé beaucoup de groupes, parce que j'aime bien que je les teste et que je leur donne un super résultat. Alors,
au Brésil, par exemple, j'ai testé des groupes de personnes qui ne comprenaient pas ce que je faisais. Alors, je leur ai dit, je vais vous faire un exemple réel. Et ils devaient dire ce qu'ils estimaient qu'ils étaient. Ils étaient tous, ils se considéraient comme étant saturniens. Or, si vous avez été au Brésil, vous devez savoir que c'est un peuple qui n'est pas éminemment saturnien. Et, enfin, moi, je les trouve extravertis. Et ça ne vous gêne pas qu'il y ait deux, dans votre système, ça ne vous gêne pas qu'il y ait deux dominantes. C'est accepté. Ça, c'est ce qu'il y a de nouveau. Alors ça veut dire que la personne, Michel, par exemple... quand il décrivait des cas, il insistait sur une planète qui était en effet forte. Je vais vous poser une question, Madame Vauclin. Je vais vous poser une question, à mon avis, qui est très embarrassante. Admettons, par exemple, que je sois effectivement lunaro-jupitérien dans mon hérédité, en quelque sorte. Il faut donc que je me débrouille pour naître à un moment où aussi bien la Lune que le Soleil seront dans les angles. Donc, moi, en tant que fœtus, j'ai donc attendu que ces deux planètes se trouvent bien placées pour accélérer le processus. Vous-même, en tant que fœtus, vous êtes enfermé dans une poche noire. Vous n'avez aucun renseignement sur ce qui se passe à l'extérieur. Vous ne pouvez pas suivre la lumière du soleil ou la nuit. Aussi, quand même. À midi, je suis né à midi. Oui, ça c'est très douteux. Alors quand j'ai vu ça, moi je me suis dit ça doit être une heure de naissance inventée. Tous les grands hommes, si on leur demande leur heure de naissance, ils disent je suis né à midi. Mais enfin, je peux vous affirmer que je lui avais dit d'avance qu'il aurait la Lune et Jupiter et les a. Bon, on en passe. D'accord, c'est entendu. Et moi, voyez-vous, par exemple, le côté tyrannique dont vous parlez, je l'aurais plutôt justifié avec l'amas planétaire en Lion. Mais ne travaillez pas comme ça, écoutez. Ne travaillez pas sur le zodiaque déjà, madame. Ne l'interrompez pas, c'est moi qui parle. Parce que j'ai aussi Jupiter. Ah. Et j'ai aussi la Lune forte. Et Michel aussi. Oui, Michel aussi. Ah bon, alors on est tous de la même famille alors. Mais oui, c'est bien. Ah ben voilà. Je peux vous dire que les amoureux qui ont les mêmes planètes se disputent plus que les autres, mais ils se comprennent beaucoup mieux que la Gémeaux. C'est admirable. Non mais là, Sarah Maillet est en train de proposer une lecture classique du thème, mais ça... Oui, mais ça c'est... J'ai pas parlé encore de mes travaux à moi. Moi j'ai démontré que je peux trouver qui est la personne aussi par leur signe du zodiaque. Voilà. Il suffit de savoir, cette règle de Ptolémée, que les signes du zodiaque et les planètes sont interchangeables d'une certaine manière. Alors, les déductions que je tire des planètes, je les tire aussi du signe du zodiaque préféré par le personnage. Jacques, avec quel signe du zodiaque sentez-vous le plus d'affinité? Vous tenez compte des signes zodiacaux? Oui. Parce que je me suis aperçue que je ne pouvais pas parler avec les astrologues ou des planètes. Ils ne les voient pas comme moi. Mais si je leur demande, parce qu'il y a beaucoup de vous allez traduire ensuite. Alors ils choisissent. Il y en a un qui leur correspond et ils vous révéleront ce qu'ils sont planétairement. Et après vous regardez où sont ces planètes. Et en général, l'astrologue ne regarde pas quelle planète il a dans les maisons canons. Il ne regarde jamais ça. Mais moi, si ce serait plutôt Gémeaux, Verseau, comme ça. Ah là, c'est dedans. Mais moi, je peux dire... Elle me demande des gens avec qui je m'entends. Et le lion... Elle me demande des gens avec qui je m'entends. Il fait exprès de comprendre... Non, mais vous m'avez posé une question. Elle m'a posé quelle question? Moi, je l'imaginais... J'ai pas entendu, alors. Oui, mais Sagittaire est aussi dominé par Jupiter. Donc, que vous disiez Sagittaire ou Lion, ça m'est égal. Les deux ont une dominance jupitérienne. Et donc, ça me révélerait aussi bien le caractère de Jacques, et peut-être d'une façon qu'un astrologue comprendrait mieux. Enfin, de toute façon, moi je suis satisfaite avec ce thème. Alors maintenant, non, je vais faire un thème placidien. La personne qui est là est née le même jour que moi, la même année, mais à 4 heures plus tard. Ah, ça c'est intéressant. Mais je ne connais pas, moi, vous ne m'intéressez pas parce que je ne connais pas votre caractère. Est-ce que vous sauriez vous décrire vous-même bien en 10 adjectifs avec des adjectifs positifs et négatifs? Oui. Est-ce que vous êtes une personne typique de quelque chose? Quelle planète?
Jupiter. Jupiter. Oui. Intéressant. Ben, vous me donnerez votre date et Il y a un exemplaire à la Sorbonne et un autre à la bibliothèque Sainte-Geneviève maintenant. Bon, ben alors il y a 2 exemplaires où on peut avoir accès aux idées très intéressantes qu'il propose sur la qualité de la discipline elle-même. Je crois qu'il existe en Hollande, à Amsterdam, un autre département d'astrologie qui vient d'ouvrir dans une université, ce qui élargit progressivement l'horizon de la recherche. Non point qu'on soit tous des intellectuels maniaques sur l'astrologie, mais le fait qu'il y ait des lieux où, justement, entre guillemets, officiels, où se déroule une recherche, me paraît à moi très, très important. D'autres, comme Elisabeth Tessier, par exemple, j'en ai parlé très souvent. J'ai également traduit pour le compte de l'AFDAF, qui est une fédération d'astrologues dont le président est Alain de Chivray, mais qui s'intéresse en particulier aux limites et aux frontières professionnelles de l'astrologie, ce qui est un sujet extrêmement délicat. Et j'ai traduit un livre du XVIIe siècle de Placide, bien connu pour sa méthode des maisons, qui est le Primum Mobile, et je l'ai traduit de l'anglais, qui était version du XIXe siècle, en français, aidé par un érudit italien qui s'appelle Giuseppe Bezza et qui lui est un latiniste distingué et qui a bien voulu collationner ma traduction. Donc j'ai apporté mon exemplaire pour ceux que ça intéresse, car je crois qu'il en reste quelques volumes à l'AFDAF encore disponibles. C'est le thème. Je parlais de confusion dans le domaine public. Il y a eu très récemment une émission animée par Michael Field, qui avait invité des astrologues, et une fois de plus, les confusions avec la voyance, la divination se sont produites, non point que pour ma part je rejette ces disciplines du tout. Je pense que c'est des disciplines aussi en tant que telles. Et pour finir, la conclusion c'était, on a fait venir une maman dont la fille était prisonnière de cette secte, entre guillemets, astrologique. Donc je trouve que les médias ne nous servent pas du tout pour l'instant. Et c'est à nous, me semble-t-il, quelle que soit notre pratique, moi je fais plutôt de la recherche sur les documents anciens, mais aussi bien les consultants que d'autres, nous devons travailler pour que ces confusions ne soient pas faites, même si certains d'entre nous ne veulent pas go public ou go official, comme on dit en anglais. Par ailleurs, je fais des études à l'école pratique des hautes études sur le 2e siècle après Jésus-Christ, qui est un siècle extrêmement riche pour des tas de raisons, mais en particulier sur le plan de l'astrologie. Je citerai 2 auteurs simplement, Ptolémée et Vettius Valens. Il vient de sortir aux éditions Nil une nouvelle traduction du Tétrabible de Ptolémée, qui est un très beau livre, qui coûte environ 180 francs aussi, et qui m'apparaît très très intéressant pour replacer les choses dans leur contexte. Enfin, pour terminer, j'appartiens à une association qui s'appelle Politica Hermetica, qui s'occupe de l'histoire de l'ésotérisme, et ça aussi c'est intéressant. J'ai regardé donc un livre de degrés, bien que nous n'ayons pas commencé tout à fait à l'heure, c'est-à-dire à 2h30. J'ai regardé quelques degrés, donc ces fameuses moires, la division du cercle en 360 degrés, où notre ascendant est extrêmement plaisant. C'est pris dans le livre d'Ayn Rudyard, les degrés, un mandala, ça s'appelle le mandala, oui, quelque chose comme ça, qui a été traduit par Gérard Sabian en français. Et donc, pour l'ascendant, nous avons un arbre de Noël complètement décoré, ce qui est très, très intéressant. Pour le milieu du ciel, qui est l'expression vers l'extérieur, donc, disons, l'expression officielle, là, nous avons un pavillon, un drapeau, donc, qui symbolise le pouvoir politique. Pour ce qui est du soleil, la création, alors là, c'est merveilleux, car nous avons l'oiseau des fées, c'est-à-dire la fortune. Pour la lune, nous avons un pigeon voyageur.
qui est le cas de tout colloque, puisque finalement on envoie des messages partout. Pour la fortune, nous avons la prophétie, donc c'est amusant dans la mesure, c'est une coïncidence amusante, dans la mesure où cela va être abordé aujourd'hui. Et enfin, il y a pour la lune noire, ce qu'on appelle la lune noire, je ne rentrerai pas non plus dans ces détails techniques, qui est plutôt une difficulté, quelque chose à surmonter. On demande, l'expression c'est un ange accordant sa harpe, c'est-à-dire qu'on nous demande en gros d'accorder nos violons. Donc j'ai fait cette petite incursion dans le monde symbolique pour conclure et pour montrer qu'il y a vraiment toutes sortes de frontières en astrologie. Donc je souhaite aussi à tout le monde un très bon colloque. De l'histoire. C'est-à-dire qu'on croit, très couramment, pas tout le monde, mais beaucoup, que l'histoire est un éternel recommencement. Et que des événements qui se sont déjà produits, sous une forme ou sous une autre, eh bien, ont des chances de se reproduire de nouveau, sous d'autres formes peut-être, mais avec le même type de phénomène. Et je pense que c'est dans cette perspective-là que, effectivement, Nostradamus parle de l'avenir, mais non pas du tout pour annoncer tel ou tel événement. Et si vous regardez justement les éditions et les commentateurs de Nostradamus, il y en a eu des centaines, il y en a chaque année en ce moment des dizaines, qui chaque fois croient découvrir une prophétie qui annonce la fin du communisme, le développement de l'islamisme, ceci ou cela, et qui chaque fois se trompe, et qui chaque fois reporte à plus tard. C'est ce qui s'est produit donc l'année dernière, en 1999, où, bon, certains ont dit, ben voilà, on s'est un peu trompé dans nos calculs, mais attendez, on ne fait que reculer pour mieux sauter. Bon, je vous signale que dans la comédie de Molière des femmes savantes, nous l'avons en dormant, Madame échappée belle, et déjà, on croyait que quelques comètes erratiques avaient frôlé la Terre et que nous étions passés à côté du désastre. C'est pas nouveau, c'est régulier. Donc, je crois qu'il ne faut pas chercher chez Nostradamus la prévision ou la prédiction d'un certain nombre d'événements ponctuels précis décrits. Ce qu'il décrit avec précision et souvent avec une extraordinaire précision, ce sont des événements dont il a été le témoin ou le lecteur en tant qu'histoire du passé, mais que éventuellement il pense, comme beaucoup de contemporains, que ces événements ont des chances de se reproduire sous une forme différente dans l'avenir. Voilà, je crois que c'est la manière que je peux utiliser pour répondre à votre question. Merci, Monsieur Prévost. Attendez, il y a M. Villard. Je peux prolonger la question. Si je vous ai bien compris, il y a dans les prophéties de Nostradamus, l'ensemble des quatrains serait soit dans l'histoire, à l'historien de les trouver, soit dans les textes prophétiques de l'époque, légèrement. Donc, je voudrais vous demander d'abord sur les trois quatrains dont vous nous avez parlé, qui concernent les années 500, 600, etc. Les deux quatrains dont je vous ai parlé, c'est 1495 et 1560. Non, les premiers quatrains datés dont vous nous aviez parlé au début. Les 500, 600, vous avez trouvé les... Je vous demande comme ça, si vous avez trouvé les événements correspondant à ça. Alors. Et la deuxième question, qui va avec, sur les 940 quatrains, donc combien en avez-vous trouvé, donc d'après les textes existants, où en sont vos recherches à ce sujet? Alors, les quatrains là, des années 500, 700, etc., aucun... attends, je crois que je n'ai pas besoin... Vous m'entendez bien? Bon, ça va, j'aime mieux ça. Ces trois quatrains, les trois dates qui sont là, ne correspondent à rien dans l'histoire. Alors vous allez dire, pourquoi a-t-il donné ces dates-là? Alors ça, ce n'est qu'une hypothèse que je fais. Mais j'ai constaté que si vous ajoutez un certain nombre de siècles aux dates qui ont été données là, alors là, vous retrouvez les événements qui sont décrits. Donc je pense qu'un des moyens de cryptage de Nostradamus a été de conserver le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, mais en changeant le chiffre des centaines.
C'est l'hypothèse que j'ai faite. C'est une hypothèse qui demande, bien sûr, à être vérifiée. Je crois que, comme il n'y a pas beaucoup de... Encore une fois, il n'y a qu'une date, c'est assez facile à vérifier. Même chose pour les dates postérieures, 1600, 1700, c'est le même phénomène. Alors, en ce qui concerne mes recherches, donc elles ont porté sur les 944 ans, il y en a un certain nombre que je n'ai pas décrypté. Pourquoi? Probablement parce que je n'ai pas été assez malin, ou que je n'ai pas su trouver dans les documents du temps les événements. Je vous donne un petit exemple. Oui, oui. Il y a un quatrain dans lequel Nostradamus raconte une ruse de guerre qui a été utilisée pour entrer dans une place forte en dissimulant des soldats dans des chariots de foin. Alors ça, j'ai trouvé. Et l'événement est raconté en long, en large et en travers par du Bellay dans ses débats. Il y en a un autre qui raconte une autre ruse de guerre qui a consisté à mettre des soldats dans des tonneaux et comme la ville était traversée par un fleuve, à jeter des tonneaux dans le fleuve pour les faire rentrer par ce biais dans la ville. Ben, j'ai pas trouvé. J'ai dépouillé, je ne sais pas combien de textes, parce que j'ai quelques indices qui me donnent à penser que ça a dû se passer pendant les guerres d'Italie. Je n'ai pas trouvé. Alors, oui, j'ai pas bien cherché. Ou bien l'événement est passé inaperçu des chroniqueurs, donc ce quatrain, je n'ai pas décrypté. Alors, disons que sur les 940 quatrains, j'ai dû en décrypter, je n'ai pas fait le compte, 6 ou 700. D'une manière claire et précise. Il en reste, alors il y en a un certain nombre qui sont très vagues, qui vous racontent, il y a eu des massacres, quand on pense à ce qui s'est passé à l'époque, hein, il y en a eu un certain nombre. Une autre petite question concernant votre interprétation. Oui. Dans toutes ces chroniques historiques qu'on peut retrouver dans des documents d'époque, qui appartenant à telle ou telle région, ça suppose. Nostradamus, on sait qu'il a beaucoup voyagé. Beaucoup moins qu'on ne le dit. Beaucoup moins qu'on ne le dit. Parce que, alors, il veut vous dire que la vie de Nostradamus est légendaire. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui, cette semaine, ont eu la curiosité d'écouter sur Arte une émission sur Nostradamus. Non. Bon, c'est à mourir de rire. À moins qu'on ne veuille pleurer de consternation. C'est nul. C'est non seulement nul, mais sur le plan méthode, c'est aberrant. L'auteur dit n'importe quoi. Tout ce qui est à peu près faux. Avec simplement quelques références historiques qui donnent un côté sérieux à l'émission. Mais l'émission en elle-même, et alors on dit, vous savez, Nostradamus, il est allé en Égypte. Nostradamus n'a jamais touché les pieds en Égypte. C'est quelle émission? Non, moi je elle a lieu sur Arte, ça devait être, je sais pas, mercredi, on verra cette semaine. On entend n'importe quoi. N'importe sur quoi. Arte. Mais non, je me référais à la biographie de Laurent ou une ou deux autres. Bon, oui, mais enfin, disons qu'on ne sait pas grand-chose. Bon, il aurait encore assez voyagé. Il a voyagé, c'est vrai. Il n'a pas voyagé, ma question est encore pire. Puisque il s'agit. Voilà ma question. Oui. Ça suppose que Nostradamus, voyager ou pas voyager, il vit à un endroit donné. Les chroniques en question, les documents en question se rapportent à diverses régions, hein, bien entendu. Elles ne se rapportent pas toutes à Salon. Donc ça suppose qu'il connaissait ces événements et ces chroniques de ces événements. Donc il avait une bibliothèque, une connaissance historique tout à fait considérable concernant c'est ça. Oui, c'est ça. Ça suppose ça. Ça le suppose, mais Nostradamus a dit lui-même qu'il avait une énorme bibliothèque et qu'il l'a fait brûler pour ne pas avoir d'ennui. Et pas causer d'ennui à ses enfants, en laissant entendre que c'était des livres de magie, mais on les a compris. 3 ans à l'intérieur du milieu biologique. Donc, ça, et effectivement, vous seriez encore venu il y a, on va dire 3 ans. Vous seriez 3 ans à l'intérieur du milieu biologique. Le dogme absolu, c'était aucun signal visuel ne pouvait être perçu par autre chose que par la rétine, les nerfs optiques et puis tout le bazar de cerveau qui va par derrière. Eh bien, ce dogme est tombé. Alors la question de M. Heilbronn est très intéressante dans la mesure où elle est tout à fait liée, en effet, à cette conviction profonde
qui était toujours celle des, on va dire, des biologistes jusqu'à tout récemment, et encore, je regarde des revues de vulgarisation de Sciences et Vie ou autre chose, bon, ils n'en parlent même pas trop. Donc, si vous voulez, le modèle que vous proposez, c'est-à-dire fondé sur une perception visuelle des signaux, est tout à fait intéressant et tout à fait lié à ce que la biologie pensait jusqu'ici. Donc ici, c'est un modèle qui avait pour lui, en effet, tout le soutien de tous les biologistes que vous auriez pu consulter, en effet, jusque-là. Et voilà pourquoi, bon, tout ce que je fais là, c'est dire qu'on a fait d'autres expériences, c'est dire que la lumière au niveau du corps est un peu plus compliquée que ce que les biologistes pensaient jusqu'ici, mais effectivement, vous étiez tout à fait en conformité avec ce que pensaient les biologistes il y a 2 ans à peu près. Hein, ces expériences. Dit des choses, et puis de toute façon, bon, ça passe de toute manière, les gens, bon, la diversité, si on dit à quelqu'un qu'il a des angoisses, pourquoi pas, je veux dire, on a l'impression que dans le domaine de la psychologie, bon, il n'y a pas de problème, on peut toujours se débrouiller, la personne peut toujours interpréter, ou c'est ce qu'on dira derrière demain matin. Donc dans le domaine de l'astrologie psychologique, on a l'impression qu'on est sur du velours, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut dire des choses, et finalement, la personne ne peut pas vous dire de manière absolument certaine que vous vous trompez. Parce que dans le domaine de la psychologie, on n'a pas une structure psychologique tellement rigide, tellement précise, qu'on puisse dire à quelqu'un, oui, bah, vous m'avez fait une description de moi-même qui est complètement fausse, etc. Donc, quand ça deviendrait événementiel, ça serait un peu plus complexe. Mais dans le domaine médical, comment expliquez-vous, docteur, que, alors qu'on touche à des sujets relativement plus précis, il y a des gens qui s'imaginent que finalement, enfin, je ne sais pas, qui s'imaginent qu'effectivement, l'astrologie médicale est l'outil privilégié de vérification de l'astrologie, puisque dans ce domaine, au moins, on peut vérifier qu'on sait de quoi on parle, on sait ce qui se passe. Alors par exemple, quand on était au Moyen-Âge, et quand les gens ne connaissaient pas bien leur corps, enfin quand il y avait une mauvaise connaissance anatomique, on peut imaginer qu'une astrologie médicale pouvait survivre parce qu'effectivement, il n'y avait pas de vérification. Et puis que tous les organes, comme vous dites, sont interreliés. Bon, enfin, vous pouvez dire n'importe quoi, ça passait. Qu'est-ce que vous pensez? Comment expliquez-vous, c'est une question un peu délicate, comment expliquez-vous cette croyance qui continue à exister chez les astrologues, que, effectivement, l'astrologie médicale, ça marche? Que quand on a Saturne ou Mars dans un signe, ça marche. Ça veut bien dire que le signe est affecté. Alors, comment peut-on expliquer, c'est une question un peu anti-astrologique, comment peut-on expliquer que alors il y a 2 solutions, soit ça marche vraiment, soit les gens, soit on peut dire n'importe quoi en médecine, et c'est-à-dire qu'on peut désigner, par exemple, je ne sais pas, si je vais dire, vous avez Saturne dans le cancer, donc forcément, je vais dire à mon client, vous avez un problème au niveau stomacal, etc. Bon, alors il y a 2 solutions. Ou bien les gens peuvent toujours s'imaginer qu'ils ont quelque chose au niveau de l'estomac, même quand c'est pas vrai, ou bien effectivement il y a effectivement un effet qui existerait néanmoins, ou bien je sais pas, est-ce que la médecine, est-ce que finalement notre représentation du corps ou de nos maladies n'est pas suffisamment floue pour qu'on puisse continuer à dire un certain nombre de choses sans pouvoir s'assurer réellement que c'est vrai ou c'est faux. C'est la survivance de l'astrologie médicale. Parce que moi, je ne sais pas aujourd'hui, quand on apprend encore dans les écoles ces choses-là, comment la plupart des gens, encore même ici, vont vous dire mais si ça marche, la correspondance avec les signes zodiacaux, ça marche très bien, et quand il y a des planètes maléfiques dans ces signes zodiacaux, ça veut dire quelque chose. Alors, ou bien c'est vrai, ou bien comment se peut-il qu'on puisse s'illusionner à ce sujet? Donc, la question a été complète, je vais y répondre simplement. Tout le monde peut se tromper, c'est ma réponse. On peut avoir des croyances Il interdit à personne d'avoir des croyances. À mon avis, il est mieux de vérifier si elles sont exactes. Je crois que, comme l'astrologie médicale a été faite par des gens qui n'avaient pas, qui n'étaient pas confrontés à la pathologie tous les jours, c'est facile de se tromper dans la mesure où personne vient infirmer quoi que ce soit. Et puis, j'insistais tout à l'heure sur le fait que le thème de naissance parlait de physiopathologie, c'est-à-dire par quel mécanisme la dégradation ou la pathologie s'installe,
Alors qu'en astrologie médicale, l'approche initiale, basique, est une approche d'organe malade. À mon avis, on ne voit pas quel organe est malade, on voit quel type de trouble peut s'installer, ce qui est tout à fait différent. Par exemple, quand on a un eczéma, on peut avoir un eczéma aussi bien au niveau du dos que du coude, que des genoux, etc. Alors, est-ce que quand on a, je sais pas, un Saturne conjoint Lune en Capricorne, on va dire, cette personne-là va avoir un eczéma uniquement derrière les genoux, ou devant, pourquoi pas. Et s'il en a un sur le coude, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire que la conception de la médecine est issue du Moyen-Âge. Donc elle est issue du Moyen-Âge, elle a donc les inconvénients de cette Je voudrais vous poser une autre question corollaire que j'avais prévue dans le programme, à savoir comment se fait-il que les médecins, par quel processus les médecins ont-ils renoncé au recours justement à l'astrologie qui était quand même assez présent dans les traités de l'astrologie médiévaux et même de la Renaissance? Quel a été le processus? Je ne sais pas, peut-être que c'est un sujet que vous n'avez pas abordé. Quel a été le processus qui a conduit les médecins à renoncer à tout ce que l'astrologie pouvait leur permettre? Puisque l'astrologie médicale est une astrologie, moi j'ai fait des articles là-dessus, était une astrologie prévisionnelle. Ça permettait de déterminer combien de temps la personne resterait malade, resterait au lit, etc. C'était surtout une astrologie de ce type-là. Est-ce que ça a été dur, si on peut dire, pour les médecins, notamment au XVIIIe siècle, de renoncer à tout ce que cette forme d'astrologie promettait? Ça donnait une dimension prédictive très excitante à leur métier, et finalement, en renonçant à l'astrologie, est-ce qu'ils ont renoncé à cette dimension? On dit encore le pronostic et le diagnostic. Mais est-ce que vous avez une idée de la façon dont les médecins, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de se débarrasser de l'astrologie, et qu'est-ce que ça leur a coûté au niveau de leur image? Déjà, il ne peut pas être utilisé au-delà de certaines limites si on veut qu'elle soit efficace. Par exemple, que Pluton corresponde au cancer, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Donc, je peux confirmer tout à fait. Il y a d'autres planètes qu'on peut retrouver. Par exemple Jupiter. Dans le cas qu'avait cité Madame, il est évident qu'on peut voir les choses différemment. Votre sœur a un cancer, mais on peut considérer que l'effet déstabilisant d'Uranus est suffisant pour que d'une manière indirecte, il y ait un impact sur son système immunitaire et que donc un cancer advienne. C'est pas parce qu'on dit que Pluton peut être en relation avec le cancer qu'il n'y a que Pluton qui peut être en relation avec le cancer. Quand on met en évidence une relation, ça ne signifie pas que c'est la seule relation existante possible. Il y avait une autre sous-question de connaître l'évolution d'une pathologie en connaissant son début. Maintenant, avec les antibiotiques et tout l'arsenal qu'on a, voilà, que ça soit c'est commencé à telle ou telle phase du cycle solaire, c'est tout à fait secondaire. On a une médecine qui permet d'être plus efficace qu'un conditionnement astral, en tout cas une corrélation avec un cycle planétaire. Aussi, parce que tu n'as pas traité d'un autre volet de tes compétences que moi je connais. Pour moi, mon hypothèse, c'est que l'astrologie, les influences agissent sur le psychisme. S'il y a astrologie médicale, ça veut dire que le psychisme agit d'une certaine manière ou d'une autre sur un organe, sur un processus, sur un mécanisme, sur n'importe quoi qui ait rapport avec le corps. C'est ça que je pose, moi, comme question. Pour moi, tout est psychosomatique parce que jusqu'à ce plus ample informé, le cerveau n'est pas à côté du corps mais à l'intérieur. Donc que le psychisme interagisse avec le corps, c'est bien évident. Que le psychisme soit l'unique responsable de la pathologie, ça c'est contestable, bien évidemment. Il y a trois systèmes de régulation. La part astrologique serait due. Oui. Mais là comment fonctionne l'astrologie? On peut faire que des hypothèses. Hein. Moi, j'ai aussi mon hypothèse. Par un transit, je m'excuse. C'est un transit qui va déclencher tout à l'heure. Mais que l'agent déclencheur soit un transit ne signifie pas pour autant que ça passe forcément par le psychisme. Je voudrais préciser un peu plus clairement mon point de vue à moi.
Mon point de vue à moi, c'est que les maladies, elles viennent du corps, hein, forcément. Hein, bon. Donc, pour l'instant, pas de rapport avec l'astrologie. Mais là, on a vu que sa pratique de l'astrologie est très raisonnable, prudente, et il ne met pas toute l'astrologie, heureusement pour lui. Hein, il est docteur. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est la part de l'astrologie ne serait-elle pas due justement à ce que moi j'appelle le psychisme. Mais évidemment, il faut le définir. Alors, ce psychisme, c'est justement l'astrologie telle que... Quand on fait des interprétations de thèmes, c'est du psychisme que tu interprètes, toi, Bernard, par exemple. Bon, bah, donc, moi, c'est ce que j'appelle le psychisme. Alors, il faudrait qu'on se mette d'accord sur les définitions. Dans le corps humain, il y a 3 systèmes de régulation. Il y a le système nerveux, le système hormonal, le système immunitaire. Chacun de ces 3 systèmes est en interrelation avec le système nerveux. Donc, il y avait un cours de philosophie qui nous ennuyait tous, et chacun de nous poursuivait ses activités dans son coin, et notamment moi-même qui lisais des livres d'astrologie, et d'autres qui ont fait parler d'eux, comme par exemple M. Maurice Druon. Ah oui, il est devenu maintenant l'homme que vous savez, c'est-à-dire le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Il ne s'intéressait pas spécialement à l'astrologie, si je me souviens bien. Mais à la philosophie, il suivait le cours de philosophie. Oui, mais enfin c'était le cours de philo classique. Il faisait du morpion. C'était le cours de philo classique. Et c'est ainsi qu'Arnaud Grévilly s'est finalement beaucoup plus intéressé à l'astrologie que moi. Il ne reste pas moins que je me suis interrogé et que, au lendemain de la guerre, revenant d'Algérie, m'étant installé à Paris, je peux dire que j'avais vécu à Paris quelque temps avant, et que j'avais acquis dans un certain milieu un peu bohème la réputation de quelqu'un qui connaissait bien l'astrologie. Ce qui fait que, revenu après la guerre, j'ai repris un certain nombre de contacts et j'ai été amené à rencontrer des gens comme Seymour. Le fondateur du CIA. Dans une sorte de ferme à Chaville. C'était une maison assez rustique. Par le même milieu, je vais rappeler quelques noms, on a parlé de Jean Carteret. Jean Carteret était un personnage très étrange que je ne peux pas considérer comme un astrologue à proprement parler. C'était un homme qui avait qui avait même fondé avant-guerre un cercle de psychologie avec le docteur Frétilly et quelques autres. Et je crois, avec le célèbre, paraît-il, psychanalyste Lacan, en quelque temps, qui avait dû fréquenter ce... Par mois à peu près. Oui, voilà, c'est ça, 2 fois par mois. C'était en général le mercredi, rue Lascaz. Et il y avait énormément de monde. La petite salle du rez-de-chaussée était pleine. Musée social. Au musée social, c'est ça, rue Lascaz. Et elle était pleine, enfin, c'était vraiment, tout le monde était passionné, c'était très très intéressant, on se connaissait tous. Et c'était vraiment un grand plaisir. Et puis, il y avait Volguine aussi qui venait de temps en temps nous parler de ses révolutions solaires. Et beaucoup d'autres aussi. Il y avait Paul Colombet. Ah, mon ami Popol, comme je l'appelais. J'aimais beaucoup Paul Colombet, mais oui, ça fait du bien. Ça fait une bonne thérapie. Est-ce que tu as assisté au congrès de 1953 à Paris? Le congrès international de 53. En 53, non. À la mutualité. Non, moi je suis arrivé plus tard. Hein. Non, en 53 déjà, c'était un autre âge. C'était pas le mien. Et Claire Agostini? Ah oui, elle, je l'ai rencontrée. Elle a donné une conférence formidable. Elle avait donné une conférence formidable sur Cérès. Elle l'avait vraiment travaillé et c'était très, très, très intéressant. Au point de vue cérébral, pourquoi il y avait des enfants qui avaient beaucoup de problèmes, tout ça. Et donc cette période, elle s'est terminée quand, cette période? Ben, je crois qu'elle s'est terminée à partir des années 60,
73, par là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça s'est terminé? Tu sais, oui, c'est ce que je viens de dire. Il y a eu des bagarres, hein. Il y a eu beaucoup de bagarres. Ah oui, tu vois, là, tu es en train de me piéger. Hein. Tu as connu Patrice Loisel? Oui, bien sûr. Là, tu es en train de me piéger. Il y a eu des bagarres. Là, il y a eu d'abord, moi, j'ai vu plein de bagarres. C'était passionnant. Mais ça n'a pas changé? Non, ça n'a pas changé. Et puis, chacun avait son mot à dire, comme on disait tout à l'heure à table. Et chacun son astrologie. Mais c'était quand même des gens qui étaient passionnants, moi, je trouve. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans? D'après toi qui es toujours là, donc depuis 25 ans, depuis cet âge d'or des années 60, 70, qu'est-ce qui s'est passé depuis 25 ans, dans ton souvenir, dans ton vécu? J'ai travaillé avec Berton, j'ai fait mes 3 années avec Jacques, que j'ai trouvé très très intéressant, passionnant. J'ai gardé toujours mes contacts avec André Barbeau, et que je vois même de temps en temps, C'est même lui qui m'a dit l'année dernière, on parlait d'Uranus, et il m'a dit, méfie-toi dans les thèmes quand tu vois Uranus, quand il est en transit, parce qu'on ne sait jamais avec Uranus ce qui va se passer. C'est pas comme ça, comme s'il voulait savoir ce qui s'était passé, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1900? Alors, c'est 1973 ou 74, le début de... En 1974, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Quel événement foudroyant Parce que là, on prend les relais. A transformé toute la vie astrologique française en 1974? Jacques Braun. Eh bien, en écoutant Virginia Spica, on a l'impression, enfin comme ça, on a une sorte d'impression qu'après, les choses, qu'il y a une sorte de décadence de la vie astrologique, puisque quelque part le CIA, le Centre international d'astrologie, avec ses réunions bimensuelles, et effectivement l'atmosphère n'y était plus, il y a eu un démembrement, etc. Et en l'écoutant, il est évident que ce qui se passe à partir de 1974, c'est le début de l'ère des congrès. Alors qu'il n'y avait pas eu de congrès, vous savez qu'entre 1937 et 1974, c'est-à-dire pendant 35 ans, il n'y a eu qu'un seul congrès à Paris, en 1953. Donc, entre 1953 et 1974, il n'y avait pas eu un seul congrès. Donc, on peut dire que l'ère des congrès en France n'a commencé, en tant que processus régulier, n'a commencé qu'il y a 25 ans. N'est-ce pas? Donc, on a vécu, moi j'ai connu la période avant 1974. J'ai bien connu l'atmosphère du CIA, j'ai rencontré tous les gens dont on parle, et d'ailleurs je dois dire que c'était tout à fait excitant pour un jeune de 20-22 ans de voir l'astrologie avec cette espèce de discussion quand même d'un certain niveau, où il y avait Nicolas, Berton, Barbeau, Carteret qui discutaient entre eux 2 fois par semaine, 2 fois par mois. C'est quelque chose qui... Bon. Mais cette ère-là a cessé pour différentes raisons, et quelque chose d'autre est apparu, sous une autre forme, qui n'était plus les réunions à Paris 2 fois par mois, mais sous la forme des colloques. Donc. Alors le colloque fondateur, c'est un colloque américain, enfin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un colloque américain, c'est-à-dire que parce qu'il faut bien comprendre une chose, d'ailleurs dont je parle dans certains travaux, c'est que jusqu'en 1974, y compris jusqu'en 1974, l'astrologie française, les colloques français avaient toujours été organisés par des étrangers. C'est assez stupéfiant. Les 3 congrès qui ont eu lieu avant 1974, en 1974, étaient organisés par des Allemands. Alors le congrès de 1953 est organisé par des Autrichiens à Paris. Le congrès de 1937 est organisé par des Allemands à Paris. Et le congrès de 1974 est organisé par des Américains, l'ISAR, à Paris. Donc, il y a un deuxième congrès en 1937, celui de Néroman, qu'il a... Et le congrès de 50... D'ailleurs, je trouve que tu as certaines affinités avec Jean Néroman. Et le congrès il y a eu un congrès à Strasbourg en 1954, également organisé par des Allemands. Donc on peut dire que la notion de congrès, jusqu'en 1975, était une notion qui n'avait rien à voir avec la France, qui était organisée par des étrangers. Et effectivement, il y a l'exception de Néroman, qui organise un congrès, mais comme curieusement, par réaction, ou pour justement faire le... C'est-à-dire qu'en fin de compte, le congrès organisé par les Allemands à Paris a provoqué un anti-congrès, mais finalement c'est la même chose, c'est la même dynamique. C'est-à-dire que si les Allemands n'avaient pas organisé un congrès à Paris, avec le fameux docteur Korsch, eh bien, il n'y aurait pas eu non plus Néroman qui aurait fait un congrès. Bon. Donc, à partir de 1975, et depuis 25 ans, nous sommes dans l'ère des congrès. Il y a eu, je crois, à peu près une centaine de congrès d'astrologie
en France, dans l'ensemble de la France, ou organisés par des associations françaises, et puis on peut inclure éventuellement la Belgique francophone et la Suisse romande. Donc on est passé de 3 congrès jusqu'en 1974. Entre 1900 et 1974, il y a eu 3 congrès, et entre 1974 et l'an 2000, il y en a eu une centaine. Donc on peut parler d'une ère des congrès. Alors effectivement, donc il y a d'autres questions à me poser sur ce... Donc le concept, c'est l'ère de congrès. Vous désormais l'ère des congrès. Bon, alors l'ère des congrès a été lancée... Bon, effectivement, je suis mal placé pour en parler, puisque je ne voudrais pas faire ma propre publicité. Vous comprenez bien. Mais je vais prendre un peu de distance, c'est-à-dire je vais parler de Jacques Heilbronn dans la 3e personne, ce qui me permettra de ne pas m'impliquer directement. Alors, Jacques Heilbronn, en 1974, a 27 ans. Bon. Il a 27 ans, et il a, donc, si vous voulez, d'ailleurs, entre parenthèses, il a organisé à Paris, c'est lui qui a proposé aux Américains d'organiser le congrès 74. Alors, le congrès 74, qui a lieu à l'hôtel Méridien pendant une semaine, il s'en occupe, etc. D'ailleurs, il était devenu en 73 vice-président du Centre international d'astrologie à la suite des différentes hostilités qu'il y avait entre Berton et Nicolas. C'est-à-dire qu'il avait profité de la confusion qui existait au CIA pour devenir vice-président de l'association. Ils se sont même giflés, je crois. Très mal. C'est-à-dire pour tout... Bon, donc, finalement, effectivement... Bon. Mais il faut bien reconnaître qu'à cette époque-là, parce que c'est un phénomène qui n'existera pas par la suite, j'ai un jumeau au niveau de l'organisation, c'est Patrice Loisel. Patrice Loisel qui est né en 48, et qui a également mis sur pied, alors lui il a développé ce qu'on pourrait appeler l'astrologie en province. Il s'est exilé de Paris, il s'est installé dans la région Rhône-Alpes, et c'est finalement grâce à Patrice Loisel qu'il y a toute cette activité astrologique dans la région Rhône-Alpes, dont notre ami Guyenne est un témoin actuel. C'est donc 2 personnages nés tous les deux, l'un en 48, l'autre en 47, qui ont lancé un certain nombre de choses. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse un petit peu aigre-douce. C'est que, alors que ces 2 personnages de 1947-48 ont réalisé leur activité à la fin des années 70, donc à l'âge de 27-28 ans, nous avons 2 autres personnages nés à la même époque, en 1947 également, qui sont Maurice Charvet et Yves Lenoble, mais qui ne sont parvenus à leur maturité que beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'ils n'ont véritablement percé qu'à la fin des années 80. Donc, mais qui sont de la même génération. Ce qui crée un décalage assez étonnant, puisque finalement, moi je me retrouve en étant une sorte de grand-père de ces 2 personnages, alors que finalement, je suis plus jeune qu'eux. Puisque je suis né en décembre 47 et qu'eux, ils sont nés en janvier 47. Bon, ce sont les acrobaties du temps, ce sont les ironies du temps qui font cela. Donc, tu penses qu'il y a une bonne année pour organiser des congrès? Non, je veux dire simplement qu'il y a dans les années post-68, vous remarquez qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas. Depuis 25 ans, depuis 30 ans que je vois le milieu astrologique, il n'y a pas de jeunes espoirs qui sont venus et qui à 25 ans ou 28 ans ont commencé à organiser des choses. Donc il y avait une dynamique, je crois, c'est une lecture, une dynamique des années 68, favorable à il y avait une sorte de messianisme des jeunes, une sorte de parti projet, et on trouvait tout à fait normal que des jeunes qui avaient moins de 30 ans prennent les rênes d'associations importantes. Et je dois vous dire que, par exemple, quand j'organisais les grands congrès, parce qu'il faudrait revenir sur l'importance des congrès, on va obliquer vers les questions des congrès américains et anglais, quand j'organisais les congrès des années 77, 78, 80, etc., eh bien, les conférenciers avaient en moyenne 65 à 70 ans. C'est-à-dire que les gens de ma génération n'étaient pas parmi les intervenants. Est-ce que d'autres questions à ce sujet? Oui? Comment expliquez-vous ce phénomène? Mais justement, je crois que c'est un mystère, en fait. C'est un mystère. Vous reconnaissez Jacques Heilbronn, là? Voilà. Par exemple, voilà une photo extrêmement intéressante qui est tout à fait caractéristique de l'époque. Cette photo a été prise, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une photo qui a été prise à Saint-Maximin, à côté d'Aix-en-Provence. C'est-à-dire que
des astrologues de toute la France se sont venus à l'abbaye de Saint-Maximin parler pendant 3 jours d'astrologie. Vous reconnaîtrez Brahy, vous reconnaîtrez Ruperti, vous reconnaîtrez Marielle Clavel, vous reconnaîtrez Irène Veil, Pierre Riquel, etc. Donc, même Aimé André est dessus, juste à gauche. Donc, bon, on ne va pas parler de ça, de toute façon, dans les guides astrologiques, on en a parlé, c'est très complexe. Alors que je réponds à la question de Philippe Truc, c'est-à-dire que finalement, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Ce que je veux vous dire, c'est par exemple, est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1981, a été organisé un congrès français à Londres pendant 1 semaine? Est-ce que vous arrivez à l'imaginer? Est-ce que vous arrivez à dire que moi j'ai fait venir tous les astrologues français à Londres pendant 1 semaine, en plein Londres, avec les astrologues anglais qui sont venus, etc. Donc c'est une période, moi je dis très franchement, je pense qu'au niveau du rayonnement international, les années 75 à 84 ont été l'âge d'or de l'astrologie française en Europe. C'est-à-dire que c'est à cette période-là qu'il y avait le plus d'astrologues étrangers qui venaient. Il y a eu des congrès à Bruxelles, que nous avons organisés, des congrès à Genève. Tous les congrès qui se passaient dans le monde francophone étaient organisés à partir de Paris, même en Angleterre, même en Italie, même en Espagne. Il y avait des réseaux extrêmement compliqués qui faisaient que on organisait, il y avait des fédérations méditerranéennes, etc. On en reparle maintenant, elles ont existé depuis 25 ans. Donc il y avait une sorte de processus comme cela. Je crois que ça reste un mystère. Moi, je suis en train de préparer quelque chose là-dessus, mais je ne connais pas l'explication. On peut juste donner l'information, je crois qu'on est deux à avoir moins de 35 ans. C'est peut-être tout simplement qu'un... Puisque dans les années 80, on ne parlait... Moi, je me souviens, quand j'allais dans les congrès anglais dans les années 70, j'entendais parler d'astrologie karmique, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me souviens très bien du choc que j'ai ressenti, moi, en tant qu'astrologue français, allant à l'étranger. Il y avait une importance qui a disparu aujourd'hui, qui s'est estompée. Mais il y avait un décalage. Ce qu'on appelle l'astrologie spirituelle karmique n'existait pas en France de manière sérieuse avant le courant des années 80. Alors qu'elle était très développée. Donc au niveau du syncrétisme entre le spiritualisme, le karmique et l'astrologie, ce syncrétisme s'est développé en Angleterre, et peut-être aux États-Unis, avant de passer en France. Andrieux, quand même, c'était en quelle année? C'est beaucoup plus tardif. C'est beaucoup plus tardif. Le premier ouvrage d'astrologie karmique, que ce soit Dorothée de Cochelin, Misbon ou Andrieux, ce sont les années 80. Les années 80, oui. Mais si l'ouvrage est publié en 80, ça veut dire que le travail a commencé beaucoup plus tôt. Il se trouve que la mode d'une astrologie spiritualiste, alors il y a effectivement le contre-exemple de l'astrologie rosicrucienne, où dans certains milieux assez particuliers du monde astrologique, on combinait une astrologie spiritualiste, mais d'une manière générale, par exemple, si on prend le Centre international d'astrologie, Virginia Spica pourra témoigner, il n'était pas question au CIA dans les années 60 de parler de karma. Ah mais même maintenant, avec André Barbeau, tu ne peux pas parler donc, en dehors de ces questions qui sont... On est quand même toujours dans le même prolongement. J'ai connu un tel, j'ai connu un tel. Et là, il n'existait pas l'astrologie karmique, maintenant il en existe. Je voudrais savoir si on peut se poser la question au niveau plus général, s'il y a une spécificité, si les uns et les autres, moi j'ai des petites idées comme ça sur la question, mais pas plus que ça, vous pensez qu'il existe une spécificité quelque part de l'astrologie française? La conclusion de Véronique, c'est de dire que non, que cette astrologie française, c'est à peu près les mêmes outils, les mêmes modèles qui sont utilisés, mais qu'elle dépend dans le contexte, elle est placée dans le contexte de la mentalité anglaise, qui est une mentalité de gens... L'importance de Hadé en Angleterre était particulière. Et nous, elles dépendent de notre mentalité. Bon, je voudrais savoir si vous êtes d'accord. On parle de l'an 2000 ou on parle de l'histoire? On parle de l'astrologie française. Non, parce que par exemple, je viens de demander à Véronique Lepage, je lui ai dit Hadé. Elle me dit on n'en parle plus maintenant. Est-ce qu'on est en train de parler de l'astrologie aujourd'hui ou celle du XXe siècle? Je suis en train de poser une question. Hadé a été réédité récemment, mais très peu de gens le lisent. Non, mais il y a une époque où il était important. C'est extrêmement difficile. Il n'y a pas de méthodologie là. On s'en occupe pas d'Hadé. Bon, je suis en train de poser une question. Il y a des gens qui veulent répondre. Donc, vous pensez qu'il existe une spécificité de l'astrologie française en soi, et quelle serait-elle? Donc, pour répondre à... La manière simple de regarder, c'est les livres récents d'astrologie qui ont pu sortir écrits par des gens français. Donc on
concerne absolument pas l'astrologie prévisionnelle, ni les techniques de l'astrologie appliquées à l'événement. Ça concerne uniquement la psychologie. Aux éditions du Rocher qui publie beaucoup, par exemple, il n'y a pas eu un livre récent. Non, mais je parle... écrit par des Français. D'accord. Moi, je parle je parle sur l'époque du XXe siècle, c'était le sujet. Vous voyez, on a Chouinard, on a Selva au début du siècle. On n'en a pas parlé beaucoup. On me laisse parler un petit peu 5 minutes. On a Chouinard, Selva, dans des romans, Barbeau, Nicolas, etc. Bon. Est-ce que vous voyez, les uns et les autres, une spécificité à ce corpus de des gens qui ont marqué au niveau de leurs ouvrages, en tout cas, je ne parle pas au niveau des congrès. Alors voilà, je ne sais pas. C'est une question que je pose. Je vais vous aider à répondre. Par rapport, évidemment, il faut avoir, par rapport à ça, le modèle anglais, le modèle allemand. Le problème de base est le même. Oui. Est-ce que l'égyptomanie est française parce que Champollion était français? Voilà, c'est tout. C'est le problème de base. Non, mais attention, la littérature d'un pays, par exemple, la littérature, puisque l'astrologie n'est pas une science, hein, l'astrologie n'est pas une science, je ne sais pas ce qu'elle est, mais c'est pas une science. La littérature d'un pays, elle suit un certain courant, elle suit certaines modalités, etc. Je pose la question, c'est tout. Bon, pour toi, donc, il n'y a pas de spécificité. Moi, j'ai parlé un petit peu les Français. Je suis en train de parler